Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au rôle tenu par Raspoutine à la cour impériale de Russie. Parmi tous les personnages qui ont joué un rôle controversé auprès des souverains, le nom de Raspoutine est l'un des plus mythiques. Il est indissociable de celui du dernier tsar Nicolas II et de son épouse Alexandra Fedorovna. Vous voulez en savoir plus sur le rôle de Raspoutine? Venez avec moi. La naissance de Raspoutine est l'un des premiers mystères. Les historiens, se référençant aux archives ainsi qu'aux patronymes, estiment qu'il est né entre 1865 et 1869, dans un village au fin fond de la Sibérie. Grigouri Raspoutine vivait dans une ferme avec ses parents religieux et œuvrait aux tâches quotidiennes. Si nous supposons que Raspoutine est né en 1869, cela coïnciderait avec une légende, selon laquelle une météorite aurait traversé le ciel au-dessus du village, ce qui présagerait la venue au monde d'un être exceptionnel. Ses dons de voyance et de guérisseur lui seraient apparus dès son enfance. À la vie de fermier succède une vie spirituelle. Il participe à de multiples pèlerinages et ses fidèles, croyants et malades, suivent avec intérêt cette magnifique lumière. A contrario, sa réputation de buveur, bagarreur, séducteur et de voleur est à mettre en parallèle à son intégration au sein d'une secte. Raspoutine prodigue une doctrine qui est de pécher pour se rapprocher de Dieu. La tsarine Alexandra Fedorovna, longtemps inquiète de ne pas donner d'héritier mâle à la couronne, avait pris l'habitude d'attirer autour d'elle de nombreux mystiques et guérisseurs. Elle est séduite par Raspoutine, d'autant plus que le maître Philippe, qui lui avait annoncé quelques années auparavant la naissance de son fils Alexis Romanov, lui avait également annoncé la venue d'un grand prédicateur qu'il avait nommé notre ami. Une audition auprès de l'archiprêtre Jean de Constrade convainc ce dernier de l'authenticité des pouvoirs du starret. Par l'entremise de la grande-duchesse Militza et de sa sœur, la grande-duchesse Anastasia, Raspoutine est présenté à la famille impériale de Russie le 1er novembre 1905. Le tsarevitch Alexis Romanov souffrant d'hémophilie, Raspoutine demande à être conduit au chevet du jeune malade, alité à la suite d'une chute qui a provoqué un énorme hématome au genou. Il pose ses mains, lui raconte plusieurs contes sibériens et parvient ainsi à enrayer la crise et à soulager au bout de quelques jours. Selon certains, cela s'expliquerait par le simple fait que la médecine de l'époque ignore les propriétés de l'aspirine, qui est donnée aux jeunes malades. Ce médicament est un anti-agrégant plaquettaire, dont un facteur aggravant de l'hémophilie. Le simple fait de balayer de la table et de jeter les remèdes donnés aux malades, dont l'aspirine, ne peut qu'améliorer son état. Raspoutine expliquera plus tard à un ami que ses pouvoirs de guérison se basent sur des dons d'hypnose et l'utilisation de médicaments traditionnels de Sibérie. Les parents sont séduits par les dons de guérisseur de cet humble moudjik, qui semble aussi avoir celui de prophète. Alexandra Fedorovna se convainc que Raspoutine est un messager de Dieu, qu'il représente l'union du tsar, de l'Église et du peuple, et qu'il a la capacité d'aider son fils par ses dons de guérisseur et sa prière. Sa réputation permet à Raspoutine de se rendre vite indispensable. Il prend très vite un ascendant considérable sur le couple impérial. Invité à de nombreuses réceptions mondaines, il fait la connaissance de nombreuses femmes riches. Raspoutine inquiète et fascine. Son regard perçant est difficile à soutenir pour ses admiratrices. Beaucoup cèdent à son charme hypnotique et le prennent pour amant et guérisseur. En 1907, le tsarevitch, à la suite d'une contusion, est victime d'hémorragies internes que les médecins n'arrivent pas à contrôler et qui lui font énormément souffrir. Appelé en désespoir de cause, Raspoutine, après avoir béni la famille impériale, entre en prière. Au bout de 10 minutes, épuisé, il se relève en disant Ouvre les yeux, mon fils. Le tsarevitch se réveille en souriant et dès cet instant, son état s'améliore rapidement. Dès lors, il devient familier du palais impérial. Il est chargé de veiller sur la santé de la famille impériale, ce qui lui donne des entrées permanentes au palais. Il est reçu officiellement à la cour. Cependant, malgré la pleine confiance du tsar, il se rend vite très impopulaire auprès de la cour et du peuple. Raspoutine est rapidement considéré comme leur mauvais ange. Il est ainsi tout à la fois aimé, détesté, redouté. On le soupçonne de s'enrichir, ce qui ne semble nullement être le cas. Son seul luxe étant de porter une chemise de soie confectionnée par Alexandra Fedorovna et une magnifique croix qu'il porte autour du cou, également offerte par la tsarine.
En 1912, le tsarévitch Alexis Romanov, héritier du trône impérial, est hémophile. S'il meurt, c'est toute l'autocratie qui est menacée. Or, en octobre 1912, lors d'un séjour de chasse de ses parents en Pologne, il se blesse à la jambe et l'hématome prend de l'ampleur. Les médecins se disent impuissants et les derniers sacrements sont administrés au tsarévitch. Averti, Raspoutine entre en stase devant l'icône de la Vierge de Kazan. Il envoie ensuite au palais ce message. N'ayez aucune crainte, Dieu a vu vos larmes et entendu vos prières. Ne vous inquiétez plus, le petit ne mourra pas. Aussitôt, l'état de santé d'Alexis Romanov s'améliore. L'hémorragie s'arrête, ses douleurs s'apaisent. On crie au miracle. La tsarine appelle Raspoutine, son sauveur et son maître. Elle exige de l'avoir toujours à ses côtés pour maintenir son fils en vie. Depuis quelques années, Raspoutine est le seul qui, par la prière et l'imposition des mains, puisse soulager l'héritier. Raspoutine, paysan sibérien quasi illettré, a réussi l'inimaginable, devenir un conseiller occulte indispensable au couple impérial. Pourtant, depuis qu'il est apparu à Saint-Pétersbourg, la capitale, ses frasques ne passent pas inaperçues. Dans toute la ville, on parle de lui. Les femmes se bousculent auprès de cet être frusque, mais au regard pénétrant. À partir de 1912, Raspoutine exerce en politique un rôle considérable. D'abord en matière ecclésiastique, en 1916, on estime qu'un tiers des évêques étaient des fidèles de Raspoutine. Derrière le démembrement de l'Empire ottoman et la question des Balkans se mettent en place les conditions d'une guerre générale. Le tsar Nicolas II diffuse le texte de l'ordre de mobilisation diffusé par télégramme en fin de journée à 6 heures du soir dans tout le pays. Les affiches rouges appelant les Russes sous les drapeaux apparaissent partout dans les heures qui suivent, suscitant souvent des scènes de liesse. L'enthousiasme, au moins dans les villes, est à nouveau au rendez-vous 2 jours plus tard lorsque le Kaiser Guillaume II, allié à l'empereur d'Autriche François-Joseph de Habsbourg, déclare la guerre à son cousin Nicolas II, faute d'avoir obtenu l'annulation de l'ordre de mobilisation russe, qui est considéré comme un casus belli par les stratèges militaires et politiques à Berlin. Raspoutine et ses alliés de la paix recherchent sans succès à freiner la marche de la Russie vers la guerre. Le service du renseignement britannique estime qu'il est en effet en lien avec le banquier Serge Rubinstein et ses réseaux allemands. La Première Guerre mondiale, la dissolution du féodalisme et une bureaucratie gouvernementale ingérante ont tous contribué au déclin économique rapide de la Russie. Beaucoup ont blâmé la tsarine et Raspoutine. Un politicien d'extrême droite a déclaré en novembre 1916 qu'il considérait que les ministres du tsar avaient été transformés en marionnettes. Marionnettes dont les fils ont été fermement pris en main par Raspoutine et l'impératrice Alexandra Fedorovna, le génie maléfique de la Russie et de la tsarine, qui est resté un Allemand sur le trône russe et étranger au pays et à son peuple. Il se passe un mois entre l'attentat de Sarajevo et la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie le 1er août 1914. Durant ce moment historique, une fois encore, Raspoutine n'est pas à Saint-Pétersbourg. Il a été poignardé par une femme dans son village et il se remet de ses blessures. Malgré ses nombreux ennemis, c'est la première fois qu'il est visé directement par un attentat. Violemment opposé à la guerre, il livre alors une prophétie qu'il envoie au tsar Nicolas II, parti commander ses troupes sur le front, laissant son gouvernement gérer les affaires quotidiennes. Cher ami, je te répéterai une fois encore ce que je t'ai dit. Un nuage menaçant s'étend sur la Russie. Malheur, souffrance innombrable, il fait sombre, et on ne voit pas d'éclaircie. Une mer de larmes, mer sans limite. Quant au sang, il n'y a pas de mots, l'horreur est indescriptible. On veut la guerre, mais probablement on ne comprend pas que c'est la perdition. On vaincra l'Allemagne, mais que deviendra la Russie? En vérité, il n'y eut jamais, depuis le commencement des siècles, une martyre plus grande. Elle est toute submergée de sang. Sa perdition est complète. Tristesse sans fin. Voici les mots employés par Raspoutine au tsar Nicolas II. Les ennemis de Raspoutine l'accusent alors d'avoir le champ libre pour souffler des noms à l'oreille de la tsarine et manœuvrer pour obtenir des postes à ses fidèles. Malgré les volontés affichées de mettre fin à l'engagement de la Russie dans la guerre, le tsar reste sourd aux demandes de Raspoutine. Pour tenter de soulager et seconder son époux et conseillé par Raspoutine, la tsarine Alexandra Fedorovna va jusqu'à donner à Nicolas II des conseils en stratégie militaire.
La guerre tournant au désastre, la situation politique se tend. À la Douma de 1916, Raspoutine et la tsarine d'origine allemande sont ouvertement accusés d'intelligence avec l'ennemi. Si le roi George V attend 1917 pour changer le nom de sa dynastie Saxe-Cobourg-Gotha en Windsor, Nicolas II rebaptise Saint-Pétersbourg trop germanique en Pétrograd dès le 18 août 1914. Mais l'impératrice Alexandra Fedorovna est allemande. Sa proximité avec Raspoutine, lui-même opposé à la guerre, va la rendre très impopulaire. Le complotisme et les soupçons prospèrent comme dans toute période troublée. Sans aucune preuve, on accusera la tsarine de connivence avec son pays d'origine. Les offensives du début de la guerre étaient favorables à la Russie, notamment pour Rhémanie. Le Kaiser Guillaume II est obligé de débloquer des troupes du front de l'Ouest vers celui de l'Est. L'offensive russe sauve Paris, qui était menacé depuis la Marne. Mais très vite les Russes perdent pied. En réalité, l'Empire russe n'était pas prêt pour cette guerre. L'approvisionnement des troupes est insuffisant et désorganisé. Comme l'avait prédit Raspoutine, la souffrance russe est immense. Pendant ce temps, à Pétrograd, la tsarine et ses filles aînées se transforment en infirmières. Le Grand Palais devient un hôpital. Dans une ville vidée de ses hommes, Raspoutine continue ses œuvres pour la paix. Raspoutine se fait de plus en plus d'ennemis, aussi bien au sein de l'aristocratie que de l'Église. L'extrême droite, qui n'apprécie pas de le voir condamner les violences et la guerre, se montre également hostile. La famille Yusupov, enfin, jalouse des faveurs que lui accorde la famille impériale. Le jeune Félix Yusupov, l'homme le plus riche de Russie, décide de monter une conjuration qui sera fatale à Raspoutine, mais également au régime impérial. Désormais, le tsar vit principalement au grand quartier général. Certes, le petit tsarevitch le rejoindra parfois pour de longs séjours, portant lui aussi l'uniforme et ravi de ses proximités avec son père et les militaires. Les grandes duchesses, parfois l'impératrice, lorsqu'elle n'est pas trop fatiguée, viendront elles aussi. Il existe des photos un peu surréalistes où on les voit au milieu des champs de bataille, comme s'il s'agissait d'un pique-nique, dans une atmosphère champêtre qui contraste avec la réalité d'une guerre de plus en plus difficile. Une hémorragie nasale exige le rapatriement d'Alexis Romanov par train au palais impérial à 800 km du quartier général. Une fois de plus, la tsarine appelle Raspoutine. Une fois de plus, Raspoutine guérit l'enfant. Alexandra Fedorovna est de plus en plus dépendante du tsarette. Le dernier souffle de Raspoutine viendra en 1916 après un rocambolesque complot et celui de la famille impériale en 1918 avec l'assassinat des Romanov par les rebelles bolcheviks. Comme on l'a vu, Raspoutine était un partisan de la paix, tentant par tous les moyens de convaincre le tsar Nicolas II de ne pas participer à la Première Guerre mondiale. Ce paysan illettré et charismatique, devenu conseiller occulte du tsar Nicolas II de Russie, qui malgré son influence, ses dons de guérison, finira par échouer et perdre la vie juste avant la chute du régime impérial. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.